Ça fait tellement mal, que se passe-t-il? Y a-t-il vraiment une hémorragie cérébrale? Il devrait se dépêcher et se réveiller. Je ne veux vraiment pas mourir jeune. La première chose qu'il vit en ouvrant les yeux fut ses propres mains sur le bureau. Ses yeux n'arrivaient toujours pas à s'habituer à la lumière. Le type plissa lourdement les yeux. J'ai dû serrer la main pour redonner vie aux muscles. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi le sentiment d'avoir été transpercé par un couteau dans la tête surgissait. Il aurait probablement besoin de prendre un jour de congé pour demain. Mais quelque chose n'allait clairement pas. En regardant un moment, le brun s'accrocha à ce sentiment et essaya de se rappeler où il se trouvait. Un bureau inconnu avec une pile de livres et un revolver. La même pièce qu'il a vue pour la première fois. Le gars tourna brusquement la tête. Une goutte de sueur coula sur sa tempe. Dans la fenêtre juste en face de la table, on pouvait voir une énorme lune rouge, semblable à un ballon. Elle réfléchit un instant avec des yeux effrayés. L'étranger se détourna de nouveau brusquement de la fenêtre. Lui, marchant sur des jambes raides et chaussé de lourdes bottes, s'approcha du miroir. Un visage effrayé regarda le gars. Est-ce que ça pourrait vraiment être lui, Kyle Diaz? Retirant le col de sa chemise, comme si cela pouvait l'aider à respirer plus profondément, il se demanda s'il pourrait renaître. Les histoires que j'ai lues décrivaient quelque chose de similaire. Mais cela pourrait-il arriver à ce type en réalité? Dernièrement, il avait eu beaucoup de malchance. En sortant du travail, il était passé devant un vieux libraire. Bizarrement, Kyle en a acheté un, ça ne lui ressemblait pas. En suivant les instructions du livre, le gars a placé de la nourriture dans les 4 coins de la pièce et a exécuté un rituel pour augmenter la chance. Après avoir attendu un moment, il jeta le livre sur le lit. Rien n'avait changé. C'était complètement absurde. Et maintenant, Diaz se demandait, était-il vraiment né de nouveau grâce à ce rituel d'augmentation de la chance? Mes tempes se serraient comme un étau. Encore un mal de tête. Il a vu les souvenirs de quelqu'un d'autre. Un petit garçon assis par terre à côté d'une montagne de livres. Quelqu'un l'a appelé, l'enfant s'est retourné et a vu un couple. Un garçon souriant et une fille perplexe. Citoyen du royaume de Loen, situé sur le continent nord, il est originaire de la ville de Tigen, comté d'Ava. Les parents sont beaux, majestueux et heureux. Son père était sergent dans la garde royale, un homme qui s'est sacrifié lors du conflit colonial avec le continent sud. L'allocation versée à sa famille a permis à Klein de s'inscrire dans un gymnase privé. Ma mère bien-aimée était fan de la déesse de la nuit éternelle. Elle est décédée l'année même où Klein a réussi ses examens d'entrée à l'université. Aujourd'hui, le gars vit dans un appartement de 2 pièces avec son frère aîné et sa sœur cadette. Grâce à son frère, qui travaille comme employé dans une entreprise d'import-export, la famille a de l'argent. Klein, en tant que diplômé, comprend la langue ancienne, la proto-langue de toutes les langues du continent nord. Il connaît également la langue d'Hermès, qui est associée aux prières, aux sacrifices, et apparaît souvent dans les tombes anciennes. Kyle se redressa en pensant à la langue d'Hermès, comme s'il venait de se réveiller. Il se précipita vers la table sur laquelle reposait le bloc-notes. En passant son doigt sur le papier, il lut que tout le monde allait mourir, lui y compris. Le gars a soudain vu que ses doigts étaient sales. En y regardant de plus près, il reconnut la substance. Pourrait-il vraiment s'agir de sang? Mon corps tout entier a de nouveau eu des sueurs froides. J'ai eu un battement dans les tempes. Qu'est-ce que ça pourrait être? Comment était-il possible de survivre après une blessure aussi grave? En fouissant ses doigts dans ses cheveux, il sentit une dépression sur sa tempe droite. Un impact de balle? Couvrant la blessure avec ses cheveux, il pensa qu'elle était déjà à moitié guérie. Diaz se regardait dans le miroir. Il n'imaginait définitivement rien. Et il était définitivement toujours en vie. Est-ce vraiment un effet curatif causé par la Renaissance? Il restait encore un problème à résoudre. Le type se tourna vers la fenêtre et regarda autour de la table. En se rapprochant, il réfléchit à la manière dont il pourrait survivre. Prenant le revolver dans ses mains, il sortit des balles du tambour. Il en manquait une. Tout s'est mis en place. C'est ce qui l'a tué. Sur le sol se trouvait la même personne disparue dans une mare de sang. Mais tout ne rentre pas dans un seul puzzle. La brune porta la balle à ses yeux en regardant de plus près. Est-ce un suicide ou est-ce toujours un meurtre? Sa famille, elle était si pauvre que même acheter une lampe à gaz pour la table de son frère aîné Benson a coûté beaucoup d'efforts. Où Klein a-t-il trouvé le revolver? Passant à nouveau ses doigts sur la surface du papier, il ne parvint pas à comprendre quel était le but du tueur, car il ne semblait pas qu'un pauvre jeune diplômé en histoire puisse causer des ennuis. Kyle décida de se laver le visage
et s'aspergea le visage d'un peu d'eau du robinet pour éliminer la sueur chaude de son front et de ses joues. C'est vraiment dommage que les souvenirs du propriétaire initial de ce corps ne soient conservés que par fragments et ne puissent être reconstitués. Après s'être essuyé le visage, le gars était content d'avoir enfin réussi à se laver, et il enlèverait le sang du sol un peu plus tard pour ne pas effrayer Mélissa. Le ciel gris-rose de l'aube s'étendait au-dessus des immeubles sombres de la ville. Diaz jetait le revolver dans sa main, pensant à quelque chose. À ce moment-là, la porte grinça et il fut appelé par le nom du propriétaire du corps. Effrayé, lui, devenu Klein, se leva d'un bond et faillit laisser tomber son arme. Debout sur le seuil de la porte se trouvait la sœur, plus âgée que dans les souvenirs, une belle fille aux cheveux noirs et aux grands yeux bruns. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il faisait, le gars a caché le revolver derrière son dos et a attrapé sur la table une montre qui appartenait à son père. Le gars a laissé échapper qu'il voulait remonter la montre, car les aiguilles ne bougeaient plus. Tandis que la jeune fille regardait silencieusement, avec un regard incrédule, son frère, Klein, réussit à déplacer le tiroir du bureau et à y mettre le revolver. Mélissa s'approcha et tendit la main vers la montre. Le type, en bégayant, tendit machinalement l'objet à sa sœur. La montre glissa de la paume de Klein dans celle de Mélissa. Après avoir ouvert le couvercle, elle s'est retournée, s'est dirigée vers la sortie et a dit qu'il vaudrait mieux qu'elle les répare elle-même. Mélissa Ioretti, la plus jeune fille de la famille Moretti, âgée de 16 ans, était étudiante à l'école technique de Tingen dans le département des machines et mécanismes à vapeur et rêvait de devenir mécanicienne à vapeur. Kyle a regardé la jeune fille manipuler l'appareil avec un tournevis et a pensé qu'elle avait clairement un talent en matière de mécanique. Quelques minutes plus tard, Mélissa a remis la montre à son frère, qui a admiré la rapidité de la réparation. La jeune fille regardait son frère admiratif, debout devant la porte. Diaz a décidé que son regard était dérangeant, comme si elle considérait son frère aîné comme un malade mental ou quelque chose comme ça. Un peu plus tard, Mélissa posa une théière et une assiette de pain sur le bureau de Klein. Elle a demandé à Klein d'acheter davantage de pain frais, de viande et de petits pois, promettant de préparer un ragoût d'agneau aux petits pois à l'occasion de sa prochaine interview. En secouant sévèrement son doigt, Mélissa répéta sa liste de courses à plusieurs reprises, insistant pour acheter du pain car il faisait chaud dehors et il allait bientôt se détériorer. Kyle a décidé que sa sœur se souciait trop de son frère, mais s'il allait quand même faire ses courses, il pourrait effectuer un autre rituel augmentant la chance et renaître ensuite. La lumière du soleil pénétrait dans la pièce, révélant la poussière dansante dans l'air. La brune fouilla avec enthousiasme chaque centimètre de son lit. Finalement, s'enfonçant dans la couverture, sa main sentit la perte. Il se figea joyeusement d'anticipation. Il l'a trouvée. Diaz est sorti dans la rue d'une ville inconnue. Le marché était bruyant. Les gens se pressaient, les bottes claquaient sur les pierres. Les femmes en robes longues et en chapeau cherchaient de quoi remplir leurs paniers. Les hommes en costume fouillaient chaque magasin. Le poissonnier appelait chez lui. Les produits frais frits sentaient bon sur le comptoir. Au magasin d'à côté, un propriétaire souriant propose une soupe d'huîtres fraîches, garantissant qu'une seule portion vous donnera de l'énergie pour toute la journée. À proximité, ils faisèrent de la publicité pour des légumes provenant de fermes de campagne, frais et bon marché. Ici, on pouvait même entendre la musique des musiciens de rue. Kyle ajusta son chapeau et pensa que les marchés des différents mondes se ressemblaient dans leur vivacité. Il tenait quelques billets à la main. C'est tout ce que Benson a réussi à économiser. Peu importe le monde dans lequel il se trouvait, c'était sacrément agréable d'avoir de l'argent. Le gars croyait à tort que la Renaissance le rendrait riche à coup sûr et se plaignait maintenant du fait qu'après sa Renaissance, il restait toujours pauvre. Après s'être ressaisi, il s'est calmé. Il devait se dépêcher et acheter de la nourriture afin de mener à bien le rituel pour augmenter la chance et retourner dans son monde natal. Sur le seuil de la boulangerie, il fut déjà accueilli par la marchande de bonbons Madame Smyrne avec un paquet complet fraîchement sorti du four-baguette. Il lui fit un signe de la main et demanda à lui vendre quelques pains, comme sa sœur l'avait commandé. La femme, emballant du pain, a demandé à Klein à propos de son frère. S'il était déjà revenu, le gars a répondu que Benson serait absent plus longtemps que d'habitude. Le marchand a secoué. Son frère travaille dur et trouvera bientôt une bonne épouse. Et Klein, étant diplômé du département d'histoire, pourra gagner de l'argent tout seul et vivre dans un meilleur appartement. Kyle sourit et pensa que de petits bribes de souvenirs ne lui donneraient certainement pas d'avantage lors de l'entretien. Il n'accepterait jamais d'y aller. Il avait besoin de renaître et de retourner à sa vie passée et à ses amis qui l'attendaient.
La femme lui a tendu un sac de pain et lui a indiqué le prix de l'achat. Le gars était perplexe. Il a demandé pourquoi c'était si cher, parce que hier le pain coûtait encore moins cher, et il y a 2 mois il était encore moins cher. Mais elle a souri et a répondu que nous devrions être reconnaissants pour l'abrogation de la loi sur les céréales, et bien sûr pour les personnes qui ont manifesté. Diaz a quitté le magasin, se souvenant que Melissa lui avait dit d'acheter de l'agneau et des pois. Une exclamation joyeuse a été entendue d'un artiste de rue qui marchait dans la rue maquillé de clown et invitait tout le monde à un spectacle de cirque en soirée. Il tendit le dépliant à Klein alors qu'il s'approchait. Le gars, en regardant le programme, a pensé que Melissa aimerait aussi. La seule question était le prix du billet. Soudain, la voix d'une fille se fit entendre. Ils l'appelèrent pour lui parler du destin. La brune se retourna avec intérêt. Une jeune fille se tenait devant le chapiteau du cirque, maquillée, une cape et un chapeau de sorcière. Il a déjà agité la main en signe de refus, mais l'inconnu a assuré que ses cartes de tarot étaient extrêmement précises. Soudain, Klein réalisa que sa prononciation était absolument identique à celle terrestre, et pourtant les cartes de tarot avaient leurs propres histoires. Ils ne proviennent pas des 7 dieux universellement reconnus et ne sont pas non plus transmis depuis l'Antiquité. Au contraire, ils ont été inventés il y a plus de 170 ans par Rosel Gusta, consul de la République d'Intis. Il inventa la machine à vapeur, perfectionna le voilier et renversa le gouvernement impérial du royaume d'Intis, recevant l'appel de l'Église du dieu de l'artisanat. Il devint le premier consul de la République d'Intis. Il commença plus tard son expansion et prit le contrôle du royaume d'Inbourg et d'un certain nombre d'autres pays, mit plusieurs royaumes à genoux, les forçant à se soumettre, et plus tard, après avoir transformé la République d'Intis en empire, se proclama empereur César. C'est sous le règne de Rosel que l'Église du dieu de l'artisanat reçut sa première révélation divine publique depuis le 5e âge, puis le dieu de l'artisanat fut rebaptisé dieu de la vapeur et des machines. C'est Rosal qui a inventé la divination avec les cartes de tarot, qui a formé le système moderne des cartes en papier et qui n'a pas oublié de développer des jeux de cartes, parmi lesquels se trouvaient ceux qui se sont révélés familiers à Kyle. Mais au cours de la dernière année de sa vie, il fut trahi, en 1198 de la 5e ère, l'Église du Soleil éternel avec la famille Sauron et d'autres familles de l'ancien royaume d'Intis le tuèrent, où il mourut dans le palais. Cet empereur César Klein était-il le mentor de Klein qui a connu une renaissance similaire? Diaz a néanmoins accepté la bonne aventure, d'autant plus que la jeune fille a promis de prédire l'avenir aux dépens de l'établissement. Magicien, empereur, pendu, modération. Le gars s'est rendu compte que les cartes n'étaient pas différentes des cartes terrestres et il lui semblait de plus en plus que Rosel était son aîné camarade d'infortune, tandis que la diseuse de bonne aventure l'invitait à mélanger et diviser le jeu. Klein s'est encore une fois assuré que c'était gratuit, juste au cas où. Il froissa docilement ses cartes et les posa sur la table. La diseuse de bonne aventure a tiré le jeu vers lui et lui a demandé ce qu'il aimerait savoir. Diaz, la regardant sérieusement, répondit qu'il s'agissait du passé, du présent et du futur. La jeune fille a demandé à nouveau et, en souriant, a demandé de mélanger à nouveau les cartes. Après tout, comme elle l'a dit, vous ne pouvez obtenir une prédiction vraiment fiable que lorsqu'une personne est exactement sûre de ce qu'elle veut demander. Klein était gêné, mais a quand même accédé à la demande. Lorsqu'on lui a demandé si tout allait bien maintenant, elle a acquiescé. La diseuse de bonne aventure a pris les cartes du jeu et les a placées face cachée devant le gars. Le premier personnifiait le passé, le suivant, le présent. La dernière carte symbolisait l'avenir. Elle a ensuite demandé quelle carte la brune aimerait voir en premier. Il réfléchit un instant et demanda « la vraie chose ». La diseuse de bonne aventure hocha la tête et tendit la main vers la carte. Il y avait un bouffon là-bas, une carte avec le numéro 0. Klein s'est gratté le menton. Cette carte implique une sorte de début. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Est-ce vraiment un début plein de possibilités infinies? Soudain, une jeune fille portant les mêmes vêtements que la diseuse de bonne aventure a fait irruption dans la tente et a commencé à crier avec indignation qu'elle se faisait encore passer pour elle. La fausse diseuse de bonne aventure rigola en se tournant vers l'étranger. Elle se tenait les mains croisées sur la poitrine et a dit à la personne assise à la table de se rappeler qu'elle n'était qu'une entraîneuse. Ensuite, la véritable diseuse de bonne aventure a poussé de force sa collègue hors de la tente, lui rappelant que prédire le destin des gens était son travail. La jeune fille a réussi à dire que les prédictions sont sa vocation, et elle n'a tout simplement pas pu résister. Parfois, sa divination peut être très précise.
une vraie diseuse de bonne aventure, s'étant assurée que l'entraîneur partait, a essuyé avec lassitude la sueur de son front. Puis, elle se tourna vers Klein et lui proposa d'interpréter les cartes. Le gars, en rougissant, a demandé si c'était gratuit. Apprenant que ce n'était pas le cas, il s'est immédiatement désintéressé de son sort. Tenant un sac de pain chaud dans ses mains, Diaz ne comprenait pas pourquoi la diseuse de bonne aventure se révélait être un dresseur d'animaux. Mais au moins, il achetait de la nourriture selon la liste de sa sœur. Le gars a tenu 2 pièces de monnaie dans sa paume, tout ce qui restait du montant initial. Il a compris que l'argent était vraiment serré et s'est également senti désolé pour le soutien de famille de la famille. Le frère Benson. En serrant les pièces, il décida de ne pas désespérer. Après tout, il pourrait désormais accomplir le rituel d'augmentation de la chance. Déjà à la maison, assis au bureau de sa chambre, Klein a fini de traduire le sort. La langue d'Hermès s'est avérée difficile, mais il a traduit le sort dans les langues anciennes de Feysac et Loen. Après cela, la brune a placé une miche de pain aux bons endroits. Une fois les produits en place, il a décidé de pouvoir commencer. Klein commença à réciter un sort spécial pour le rituel. Fermant les yeux, il demanda une bénédiction au Seigneur immortel du ciel et de la terre. Après avoir prononcé les bons mots pour la dernière fois, le gars a vu que l'espace était éclairé d'une lueur bleue. Fermant bien les yeux, il avait passionnément envie de rentrer. Et si quelque chose d'inattendu se produisait? Il tomba à genoux. Une douleur incroyable lui transperça les tempes, comme si des clous lui étaient enfoncés dans la tête. Klein s'est retrouvé au sol dans une position fétale, essayant d'atténuer les sensations terrifiantes. Il réalisa qu'il ne pouvait pas ouvrir les yeux et une voix incessante résonna autour de lui. La brune s'enfonça de plus en plus profondément dans un abîme étrange et inconnu. En ouvrant les yeux, Klein vit que tout autour de lui était gris. Il leva la main et bougea ses doigts. Le gars se leva et s'avança. D'étranges substances rouges sous forme de petites boules flottaient autour de lui. Quelque chose l'attira vers ces substances incompréhensibles, et finalement, il tendit la main. De façon inattendue pour le gars, il a ressenti un coup violent. À reculer d'un pas, il s'est cogné douloureusement les couilles avec son coude et son dos. L'accumulation de substances rouges autour de son corps signifiait simplement qu'il serait à nouveau transporté vers des endroits inconnus. Klein jura en réalisant cela, mais il était trop tard. Dans une pièce richement meublée, il y avait un miroir sur la coiffeuse. Devant lui, une jeune fille nommée Audrey Watson, vêtue de vêtements démodés mais chers, fermait les yeux et croisait les mains dans un geste de prière, murmurant avec ferveur, demandant à quelqu'un de se réveiller. Elle attendit encore quelques secondes, mais rien ne se produisit. Audrey affichait une expression bouleversée. Après tout, son père l'avait trompée. Elle se détourna du miroir, déçue. Mon père a dit que ce miroir appartenait autrefois au sombre empereur de l'ancien empire de Salomon, et qu'il s'agissait d'une sorte de trésor inhabituel. Mais quelque chose a changé. Des sons ont été entendus venant de la direction du miroir. La jeune fille se retourna avec intérêt et s'appuya sur la table. Sa bouche s'ouvrit légèrement en signe de surprise silencieuse, et ses yeux s'écarquillèrent. Vraiment. Dans les grandes eaux déchaînées, sur des vagues énormes, le navire manœuvrait à toute voile. Un homme, Alger Wilson, se tenait sur le pont, tenant un gros cristal blanc dans ses mains, sa cape flottant dans différentes directions à cause du vent. Il se dit qu'il leur manquait toujours le sang du requin fantôme. Soudain, la surface du cristal devint rosâtre. À ce moment-là, le navire tout entier fut plongé dans une lueur aveuglante similaire. Pendant ce temps, Kyle était encore sous le choc de ce mouvement soudain. Dans le vaste espace, il aperçut 2 silhouettes au loin. Audrey Watson et Alger Wilson ont regardé le gars avec perplexité, lui demandant de quel genre d'endroit il s'agissait. Le brun ne pouvait pas leur répondre. Il ne comprenait pas non plus où il se trouvait, mais il réussit à comprendre que les inconnus parlèrent sa langue. Ces personnes ont-elles été jetées dans un endroit étrange à cause de son rituel augmentant la chance? Si tel est effectivement le cas, alors au lieu de se révéler, le gars pourrait clarifier la situation et découvrir des informations intéressantes. Diaz sourit. De toute façon, ce n'était qu'une expérience. Les inconnus ont ouvert les yeux, une expérience? Tous deux ne pouvaient là pas se voir, ni Kyle. Ils étaient là donc maintenant complètement désorientés. Audrey agrippa les volants de sa robe avec inquiétude. Elle a demandé si l'expérience avait réussi et s'il pouvait maintenant revenir. Diaz s'est rendu compte que le brouillard dans l'espace se dissipait progressivement. Il a vu une fille blonde et un homme aux cheveux bleus. Il ne peut toujours pas tous les voir. Cela veut-il dire que c'est sa force? Mais le gars savait quelque chose avec certitude.
Dans la situation actuelle, ils sont des invités et lui est le propriétaire. Kyle a décidé de ne pas dire toute la vérité. Il a écarté les bras et a dit que si les étrangers le lui demandaient officiellement, il pourrait les rendre. Audrey a décidé que le gars n'avait pas de mauvaises intentions et a souri. Quelle expérience incroyable! Elle rayonnait. La jeune fille avait toujours espéré pouvoir vivre quelque chose comme ça, et elle aimait les secrets et toutes sortes de merveilles surnaturelles. Elle a demandé à Diaz ce qu'elle devait faire pour devenir un autre monde, mais il a souri maladroitement. Il ne le savait pas lui-même. Le gars pensa: s'il est le maître de ce monde, est-il décent de sa part de rester debout et de répondre aux questions? Dans ce cas, il devrait y avoir un temple, ou une longue table à laquelle il pourrait s'asseoir pendant que les invités posent leurs questions. À ce moment-là, le sol sous eux commença à se fissurer comme de la glace, s'effondrant en fragments. Les étrangers étaient figés de peur et de surprise. Le trio s'est retrouvé dans un nouvel endroit. Un ensemble architectural de grands immeubles et de tours les entourait de tous côtés. Ils s'assirent à une longue table, Kyle en tête, exactement comme il l'avait souhaité plus tôt. Audrey regardait autour d'elle avec admiration. Comme tout cela était incroyable. L'Algérie s'est tournée vers elle. Il a dit que si une fille veut devenir surnaturelle, elle devrait rejoindre l'église de la déesse de la nuit éternelle, l'église du Seigneur des tempêtes, ou l'église du dieu de la vapeur et des machines. Mais la grande majorité des gens, même au cours de leur vie, ne seront pas en mesure de rencontrer l'au-delà. Ainsi, même de nombreux membres du clergé des plus grands temples sont obligés de douter de tout cela. Il a ajouté que même si tel est le cas, l'homme est sûr qu'il y a encore des gens d'un autre monde dans le palais, dans les tribunaux, dans les organes exécutifs. Seulement, avec le début de l'âge du fer, leur nombre a considérablement diminué. Kyle pensa: l'âge du fer. D'après les souvenirs de Klein, l'âge du fer faisait référence à cette époque, appelée le 5e âge, et a commencé il y a 1349 ans. Audrey a pris la parole. Elle le savait déjà. Et plus encore, elle connaissait les Nighthawks, le Authorized Punisher et le Collective Mind Mechanism. Et en plus, la jeune fille ne veut pas perdre sa liberté. Wilson a noté qu'il n'est pas encore arrivé que l'on puisse devenir un autre monde sans rien sacrifier. Si Audrey ne veut pas rejoindre les églises et accepter leurs lois, elle ne peut se tourner que vers la famille royale ou les aristocrates. Sinon, elle peut compter sur sa chance à la recherche d'organisations obscures et secrètes. La jeune fille fronça les sourcils. N'y a-t-il vraiment pas d'autre moyen? L'homme réfléchit à la question. Il leva la tête et regarda quelque part au loin. Kyle s'étira comme une ficelle à cause de ce regard. Finalement, l'Algérie a pris la parole. Il disposait de 2 séries de formules de potions en 9 séquences. Lorsqu'Audrey lui a demandé à nouveau, l'homme a répondu qu'elle devrait savoir de quoi il s'agissait. Si elle voulait devenir surnaturelle, elle devrait s'appuyer sur des potions dont les noms viennent de la tablette blasphématoire. Les noms des potions ont été traduits dans de nombreuses langues et ont beaucoup changé au fil du temps. Les noms sont toujours modifiés pour s'adapter aux particularités de l'époque actuelle. Mais plus important encore, l'important n'est pas dans les noms, mais dans quels effets les potions fournissent. L'Algérie possède une de ces potions appelée Marin, qui donne une grande sensation d'équilibre, même sur un navire pendant une tempête. Une personne recevra une force énorme et des écailles illusoires sur la peau. Cela permettra au buveur de nager comme un poisson et de se déplacer sous l'eau aussi adroitement que les animaux marins. Autrefois, la potion était appelée Gardien de la mer. La deuxième série de potions s'appelle Spectateur. Alger a déclaré qu'il ne savait pas comment on l'appelait dans le passé, mais elle vous permettra d'acquérir un esprit exceptionnellement vif et d'excellentes capacités d'observation. Tel un spectateur, suivant le comportement et les émotions des acteurs, on pourra jeter un œil à leurs pensées secrètes. C'est comme un spectateur qui regarde une pièce de théâtre, mais que l'on soit à un banquet extravagant ou en pleine rue, il faut se rappeler qu'un spectateur est toujours un spectateur. Audrey a dit avec admiration qu'elle était déjà tombée amoureuse de cette potion spectateur et qu'elle voulait obtenir sa formule. L'Algérie pourrait-elle l'échanger contre n'importe quoi? L'homme a répondu qu'il avait besoin d'au moins 100 millilitres de sang de requin fantôme. Audrey se pencha en avant. Si elle pouvait obtenir le sang, alors comment le donnerait-elle? Et lui donnerait-il la vraie potion? Ce à quoi Wilson répondit qu'il lui donnerait son adresse, enverrait le colis par courrier, sinon il serait livré juste ici. L'homme a déclaré qu'en ce qui concerne les garanties, lui et la jeune fille se sentiraient calmes si Kyle,
qu'il appelait le mystérieux gentleman, devenait le moteur de l'accord, s'exclama Audrey avec contentement, se tournant vers le gars pour qu'il puisse vraiment être témoin de l'affaire. Lorsqu'on lui a demandé comment on pouvait l'appeler, Diaz n'a pas pu répondre immédiatement. Mais plus tard, une pensée lui est venue à l'esprit. Le gars a répondu qu'on pouvait l'appeler le bouffon. Audrey et Algérie se regardèrent. La jeune fille a immédiatement accepté les termes du jeu. Elle a quitté la table, a fait la révérence et a demandé pompeusement à M. Jester de devenir le garant de leur accord avec l'Algérie, a accepté Kyle. Puis l'Algérie s'est également levée et s'est inclinée, disant qu'elle considérerait comme un honneur d'avoir son patronage. Diaz a demandé à continuer, et il s'est demandé si son comportement dépassait le cadre de son statut actuel. L'homme a dit que lorsqu'Audrey obtiendrait le sang du requin fantomatique, elle devrait lui demander de l'apporter au bar Warrior & Sea sur Pelican Street, dans le quartier de White Roses à Pritz Harbor. Pour William, c'est exactement ce que le capitaine cherchait. Dès qu'elle sera entre les mains de Wilson, la formule sera immédiatement envoyée par mail, où vous pourrez faire un acte de transfert ici lors de la prochaine réunion. Audrey a accepté le rendez-vous. Elle s'est tournée vers Kyle et lui a demandé de mener à nouveau une expérience similaire. La jeune fille pensait que puisqu'il avait accepté d'agir en tant que témoin de la transaction, de telles réunions auraient lieu régulièrement. L'Algérie a posé la même question. Il a loué la force du Jester et a déclaré que lui et Audrey pouvaient lui offrir leurs connaissances, leurs relations et leurs ressources. Hal a été surpris que le pirate ait compris si vite qu'elle était une aristocrate. Elle a repris la pensée de l'Algérie et a également dit que le gars pouvait leur confier toutes les tâches qu'il n'aimait pas. Kyle pensait que de telles réunions l'aideraient à en apprendre davantage sur les secrets d'un autre monde et d'autres secrets cachés, que cette connaissance l'aiderait dans sa quête de renaissance inversée et qu'il aurait également le temps d'apprendre la recette de la potion spectateur. Mais il ne faut pas oublier que des rencontres aussi fréquentes peuvent révéler sa personnalité. Diaz tapota du doigt la table avec irritation. Ensuite, il a décidé et a répondu au couple qu'il veillerait à les récompenser pour toute aide qu'il leur apporterait. Audrey était heureuse que le bouffon soit d'accord et suggéra qu'ils choisissent tous des noms de code. Si le gars était un bouffon, c'est-à-dire qu'il personnifiait l'une des cartes de tarot, pour garder le secret, vous devez choisir des noms provenant d'une seule source. Hal a décidé qu'elle serait Justice. L'Algérie a décidé qu'il serait le Pendu. La jeune fille a remarqué que puisque leur surnom était tiré d'un jeu de cartes, il serait préférable de les appeler Réunion du Club de Tarot. À partir de la réunion, de cette façon, ils pourraient même attirer de nouveaux membres dans la société. Ce à quoi Kyle a répondu qu'il pourrait résoudre ces problèmes sans sa participation. Audrey a déclaré avoir entendu dire que les cartes de tarot avaient été inventées par l'empereur Roselle comme forme de divertissement et a demandé si elles avaient le pouvoir de prédire l'avenir. Kyle a répondu que non. Dans la plupart des cas, la divination vient de son propre ego, car chaque personne a une sorte de spiritualité. Tout comme chacun est capable de pénétrer dans ce monde merveilleux de son propre subconscient et de se reconnaître sous un angle différent, mais les gens ordinaires ne sont pas capables de le faire, et encore moins d'interpréter divers signes du destin, les liant à leur vie. Ces informations peuvent leur être fournies par la divination. Par exemple, à travers les rêves et leur interprétation, les cartes de tarot sont le même outil. Grâce à leurs symboles et éléments logiques, elles contribuent à expliquer ces signes. Kyle se frotta la tempe. Sa tête recommença à lui faire mal. Audrey, quant à elle, commença à parler d'un autre jeu de cartes de l'empereur Roselle, qui symbolise un pouvoir spécial. Au début, il y avait 22 cartes, et sur leur base, les cartes de le jeu de tarot senior étaient déjà créées. Diaz pensait que son mal de tête croissant lui rendrait bientôt impossible de maintenir le contact avec ce monde. L'Algérie était d'accord avec le raisonnement d'Audrey. L'empereur Roselle a personnellement vu la tablette blasphématoire, et un ensemble de cartes papier contenait les profonds secrets de 22 chemins de divine providence. La voix de Kyle se fit entendre. Il dit qu'il était temps de mettre fin à leur réunion aujourd'hui. Audrey se leva gracieusement de table. Elle s'inclina. « Comme vous voudrez, monsieur. » Le bâtiment commença à se dissoudre dans l'espace. Leur prochaine rencontre ne tarderait pas à venir. Kyle a été ramené en ville. Il se tenait confus au milieu de la pièce, et il semblait que tout ce qui se passait n'était qu'un rêve. Le gars n'arrivait toujours pas à comprendre ce qu'était ce monde gris et brumeux. Il a posé ses mains sur la table. Quel genre de force a-t-il provoqué tous les incidents? Il y avait une montre de poche sur la table. Apparemment, dans ce monde, le temps s'écoulait au même rythme. Néanmoins, cette rencontre s'est avérée vraiment passionnante.
Diaz pensait que ses nouvelles connaissances vivaient dans différentes parties du monde et étaient toujours capables de communiquer, mais cela lui semblait familier, comme des messagers modernes dans son monde. Le brun s'assit à table, ouvrit son cahier et pensa « Apparemment, il ne reviendrait pas sur Terre dans un avenir proche. » À partir de ce moment, Kyle n'existait plus. Seul Klein restait. Pendant ce temps, l'immense navire naviguait sur les vagues tumultueuses. L'Algérie semblait se réveiller d'un rêve, ouvrant soudain les yeux. Il se tenait là, tenant son cristal dans sa main. Soudain, la gemme commença à se fissurer. Et à la fin, il tomba en morceaux sous les yeux de l'homme étonné. Il regarda sa paume sous le choc. L'instant d'après, la silhouette d'un gros flocon de neige s'imprima directement sur elle. Wilson descendit vers les cabines d'un pas décisif. À l'entrée, il leva les yeux vers l'homme qui s'approchait. Ils se croisèrent tous les deux brusquement, mais ralentissèrent encore un instant. Ils ont salué avec un salut particulier, en plaçant leurs poings sur leur poitrine, que la tempête soit avec nous. Le couloir, avec un intérieur magnifique et coûteux, était éclairé par des chandeliers. L'Algérie se tenait dans le bureau du capitaine pendant qu'il criait haut et fort, assis à table, qu'il n'abandonnerait jamais les siens. Wilson a répondu calmement qu'il était confiant dans la victoire de son capitaine. Le patron voulait dire quelque chose, mais il ne pouvait pas poursuivre sa réflexion. L'instant d'après, l'Algérie s'est envolée brusquement et a saisi le capitaine à la gorge. En passant devant la table, le pirate, tenant toujours l'homme d'une main, l'a projeté contre le mur, qui a commencé à se fissurer sous l'impact. La respiration sifflante du capitaine se fit entendre. Ses yeux révulsèrent. L'air quitta lentement ses poumons. Finalement, du sang jaillit de la bouche qui, en s'écoulant, se révéla être une flaque d'eau qui s'étendit sur le sol. Quelques minutes plus tard, le corps sans vie du capitaine était jeté par-dessus bord dans l'eau déchaînée par un trou de la cabine. L'Algérie a calmement essuyé le sang de ses vêtements avec un mouchoir. L'un des marins a fait irruption dans la cabine, demandant ce qui s'était passé. Ce à quoi Wilson a répondu qu'il ne savait pas que le capitaine avait encore des capacités surnaturelles. Alors il s'est enfui. Il a également déclaré que le capitaine était un personnage mineur et qu'il serait toujours récompensé pour avoir trouvé le navire fantomatique Tudor. Le mur brisé a commencé à se réparer. L'Algérie a observé cela et a remarqué que si la tempête continuait, le capitaine ne pourrait pas tenir longtemps. Son regard était plein de détermination. Une nouvelle ère arrive. Une petite explication de l'auteur. Autrefois, la potion marin était appelée gardien des mers. Elle est liée au chemin que prêche l'Église du Seigneur des tempêtes et donne aussi un excellent sens d'équilibre, surtout pendant une tempête. Vous pouvez également avoir des écailles illusoires. Il sera difficile de vous attraper dans l'eau, mais par mauvais temps, vous ne devriez pas aller dans l'océan la nuit. Audrey Watson était assise devant les éclats d'un miroir brisé, un cercle de points rouges sur la paume. Elle s'est frotté les yeux, elle s'est réveillée, et ça voulait dire que ce n'était finalement pas un rêve. La jeune fille sourit à ses pensées. Soulevant le tissu de la couche supérieure de la robe avec ses doigts, elle dansa dans la pièce. Soudain, on frappa à la porte. Watson s'arrêta net dans son élan. Lorsqu'on lui a demandé qui c'était, une voix de fille s'est fait entendre derrière la porte. C'était Annie, sa femme de chambre. Elle a demandé si elle pouvait entrer dans la pièce. Ayant reçu le consentement, la jeune fille ouvrit la porte. Audrey, mettant un doux sourire sur son visage, a demandé ce qui s'était passé. Annie a dit que sa dame devait se préparer. Soudain, son regard se tourna vers les fragments partout sur le sol. La jeune fille réalisa immédiatement que le miroir posé sur la coiffeuse de son propriétaire s'était brisé. Audrey a décidé de rejeter la faute sur son chien Suzy. Annie savait à quel point elle aimait faire des ravages. La servante, ramassant les fragments avec des serviettes, remarqua que la maîtresse devrait mieux entraîner Suzy. Quelques minutes plus tard, Audrey était déjà assise à la coiffeuse devant un grand miroir. Annie lui a demandé quelle robe elle aimerait porter. La jeune fille a répondu qu'elle ne refuserait pas celle que Miss Guinée lui avait offerte pour son 17e anniversaire. Annie a sévèrement noté que la robe ne pouvait pas être portée 2 fois lors d'une cérémonie officielle. Cela pourrait exposer la famille Watson à des ragots sur sa situation financière. Audrey proteste. La robe lui plaît beaucoup, mais la femme de chambre lui conseille de porter la tenue à la maison ou pour des réunions moins formelles. Ensuite, Miss Watson a décidé de porter son récent cadeau de Monsieur Sads, une robe avec un motif de lotus sur la manche. Finalement, avec l'aide de 2 servantes, Audrey était prête à partir. On frappa à la porte, puis un homme majestueux entra. Il appela la fille la perle la plus brillante de Backland et dit qu'il était temps pour eux de prendre la route.
Audrey a immédiatement demandé capricieusement à son père de ne pas l'appeler ainsi. L'homme accepta docilement et leva la main gauche pour que sa fille puisse marcher à côté de lui. Il était temps pour lui et la petite princesse de sortir. La jeune fille a immédiatement protesté. Elle voulait être à droite. Le côté gauche était destiné à sa mère, Miss Watson. La comtesse ne pouvait pas prendre sa place, ce que son père accepta. Il devait visiter le port de Pritz, à Oak Island, la base de la Royal Navy. La voiture avec la famille Watson est arrivée sur place. Le père a galamment serré la main de sa fille alors qu'elle sortait. La jeune fille regarda autour d'elle et fut étonnée de ce qu'elle voyait. D'immenses tours d'où s'échappèrent de la fumée, une flotte dotée d'incroyables canons. La flotte était vraiment impressionnante. Audrey, accrochée à son père, tourna la tête, exactement comme le reste de la foule. Finalement, la jeune fille s'est arrêtée net devant un navire militaire blindé. Dans le ciel clair au-dessus des navires, un énorme dirigeable volait bruyamment. Absolument tout le monde dans la foule regardait avec admiration le miracle de la technologie, la tête haute. La voiture continuait lentement son voyage haut dans le ciel. Audrey le reconnut immédiatement. C'était le dirigeable royal. Finalement, l'échelle a coulé devant le pont et les ouvriers ont jeté l'échelle. Ils se tenaient en ligne égale devant le dirigeable comme des soldats en uniforme. Il en va de même pour les vrais chevaliers en armure avec des épées. Désormais, la foule pouvait voir le souverain du royaume de Lorraine, George III, avec sa suite. Hal pensait qu'à l'ère du fer et des armes à feu, quelqu'un d'autre porterait une armure complète. Y avait-il vraiment des paladins du châtiment du plus haut niveau? Le premier ministre du royaume de Lorraine, Agustín Nigan, a pris la parole et a annoncé haut et fort un moment historique, la construction du premier navire de guerre. Sa longueur est de 101 mètres, sa largeur est de 21. Il a une conception unique, un blindage d'une épaisseur de 47 mm, un déplacement total de 10 060 tonnes. L'homme a également parlé de la batterie principale, ses composants et les armes de ces derniers. Il a crié haut et fort à la foule. Ce navire deviendra un hégémon, un conquérant des mers. L'homme se tourna vers le dirigeant. Il s'inclina et demanda à George de donner un nom au navire. Il a noté que puisque le navire part du port de Pritz Harbor, il peut alors s'appeler Pritz. À cette occasion, des feux d'artifice ont retenti dans les airs et la foule a scandé joyeusement le nom du navire. Le ministre a déclaré que désormais, les 7 pirates qui se disaient amiraux et les 4 pirates qui se proclamaient rois ne pouvaient plus qu'attendre dans la peur de leur mort. Leur époque touchait à sa fin et rien ne pouvait les aider. Certains casse-cous de la foule ont crié que les pirates eux-mêmes pourraient construire des machines similaires. Son idée a été reprise. Ne peuvent-ils pas vraiment construire le leur? Et que faire si les pirates reçoivent les mêmes cuirassés? Agustín commença à rassurer la foule. C'est impossible. La construction d'un tel navire nécessitait des coûts énormes, des ressources humaines, 2 chantiers navals royaux et une centaine d'usines, les efforts de l'amirauté et des ministres, ainsi que du roi et du grand pays. Les pirates ne réaliseront jamais quelque chose comme ça. L'homme a de nouveau proclamé que désormais commençait l'ère des armes à feu et des navires de guerre géants. Kyle était toujours assis dans sa chambre à table devant son cahier. Il regarda le dos de sa main. 4 points y étaient visibles. Disparaissait-il vraiment? 4 spots forment un carré. Correspondent-ils à 4 produits situés dans des coins différents de la pièce? Il n'a peut-être plus besoin de se préparer au rituel, mais le manque de compréhension de ce qui se passe met le gars mal à l'aise. Il s'est effondré sur le lit, épuisé. La peur est l'émotion humaine la plus ancienne et la plus puissante, et la peur de l'inconnu est le type de peur le plus puissant et le plus ancien. Le brun ferma les yeux et s'endormit. Un certain temps passa et il se réveilla. Se frottant les yeux, Diaz pensa que son sommeil n'était pas mauvais et même sa tête avait cessé de lui faire tellement mal. En regardant sa montre, il vit qu'il avait dormi 3 heures. Le temps s'écoule ici à peu près à la même vitesse que sur Terre, mais le gars n'était pas sûr que le temps qui passe soit toujours le même. Soudain, mon estomac gronda bruyamment à cause de la faim. Près de la table, sur une assiette, il y avait une miche de pain, le même que celui que Kyle utilisait pour le rituel. Il ramassa le récipient et pensa « Est-ce vraiment la vie qu'il devra vivre? Manger du pain de seigle au petit déjeuner, au déjeuner et seulement occasionnellement de la viande ?» Il a regardé le poêle et a souri. Il était temps de démontrer le véritable pouvoir du renaissant. La brune lavait les légumes sous l'eau courante. Il alluma un grand feu de cuisine sur la cuisinière et commença à faire de la magie sur le plat. Finalement,
il termina. Sur la table, il y avait un grand plat avec un bon choix de plats. Il souffla sur les pommes de terre bouillies et les mordit avec les dents. Le goût a immédiatement rappelé des souvenirs de la maison. Kyle sourit et commença à manger comme il mangeait toujours des pommes de terre lorsqu'il était enfant. La soupe s'est avérée si délicieuse qu'il a même bu la soupe directement dans l'assiette. Le gars posa les plats vides sur la table en frappant. Il se renversa dans son fauteuil avec un gros soupir. Le brun se sentait à nouveau vivant, puisque réaliser le rituel consommerait une énorme quantité d'énergie. Assis à table, Kyle a décidé de prendre au sérieux l'actualité. Il pensait que maintenant, après sa renaissance, il était peu probable qu'il puisse revenir. L'essentiel maintenant était de trouver un moyen de devenir l'autre monde que Justice et le pendu parlaient. Heureusement, Klein a tenu un journal. Cela vaut la peine de chercher des indices avant la prochaine réunion. Il fallait également aborder le problème de Klein lui-même. Pourquoi il s'était suicidé et ce qui s'était réellement passé. L'entrée du 29 mai disait « Welch a trouvé Klein et a dit qu'il avait acquis le manuscrit de la 4e ère. Il ne voulait pas demander de l'aide aux étudiants de la faculté d'archéologie. Alors il est venu vers lui et Naya, demandant de l'aide pour le déchiffrement. Klein n'a pas pu refuser, mais a quand même reporté. C'est à la sortie. Kyle pensait que, à en juger par les souvenirs du propriétaire du journal, la 4e ère était l'âge du fer, qui survenait immédiatement après la 4e ère. La 4e époque est en effet très mystérieuse. Même les historiens doivent s'appuyer sur les annales des églises les plus importantes pour comprendre, ne serait-ce qu'approximativement, ce qui s'est passé à cette époque. Alors que seul l'Empire Salomon, la dynastie Tudor et l'Empire Transoeste sont connus, Klein, étudiant en histoire, était clairement enthousiasmé par les informations sur l'ère des dieux. Soudain, Kyle se rendit compte que peut-être que les informations découvertes par Klein pouvaient être liées à sa mort. La Brune décida de parcourir le journal pour trouver au moins quelques indices supplémentaires. Entrée du 24 juin. Naya dit qu'ils ont trouvé quelque chose de nouveau. Ça vaut le coup d'y aller et de regarder. Entrée du 25 juin. Le propriétaire du manuscrit a décidé de grimper au sommet de la crête Ornasis, où se trouve le « Les gens de la nuit éternelle ont vécu ». Puis a suivi une très courte entrée du 26 juin, et avec cela, les entrées du journal ont été téléchargées. Si Diaz est né ici le 28 à minuit, alors Klein a dû écrire la prochaine entrée le 27 juin. Cette entrée disait que tout le monde mourrait, y compris Klein lui-même. Kyle ferma le journal. Après tout ce qu'il avait appris, il semblait que Klein n'avait pas à s'inquiéter de trouver un emploi. Dans ce monde, à cette époque, les universités étaient rares, et seuls les nobles et les aristocrates y étudiaient. Par exemple, Welch, il est le fils d'un riche banquier. Il faisait partie du même groupe que Klein et Naya, et il leur demandait souvent de l'aide. Kyle a eu l'idée qu'il devrait rendre visite à Welch et examiner à nouveau le manuscrit. Peut-être qu'il pourrait trouver plus d'indices. Il doit faire attention. S'il y a quelque chose dans le manuscrit qui se rapporte à lui, il sera en grand danger s'il y va. Si le gars décide de s'enfuir, ce problème ne sera jamais résolu. Mais il ne pourra pas non plus s'adresser à la police et rédiger une déclaration sur son propre suicide. Soudain, on frappa à la porte, ce qui surprit Kyle. Il se leva de table et se dirigea vers la porte, demandant bruyamment de qui il s'agissait. Les coups continuaient de résonner dans le couloir. Il n'y eut pas de réponse. Alors Diaz, sans se retourner, se retira vers la table et attrapa son revolver. Lui, essayant de le faire inaperçu, la sortit du tiroir du bureau. Les coups ont cessé, mais la personne qui se tenait derrière la porte n'a pas répondu. Kyle était visiblement nerveux et demanda à nouveau de qui il s'agissait. Le gars a serré fermement le revolver. En cliquant sur le déclencheur, une voix d'homme se fit entendre. C'était le mont Beten, la chienne du mont Beten. Diaz s'est rendu compte qu'il s'agissait de policiers. Il cria qu'il arrivait, et pendant ce temps, lui-même se demandait où cacher le revolver. Le choix se porta sur la cheminée. Il enfouit le fusil dans le charbon. Ensuite, le gars est allé devant le miroir pour se nettoyer. Le miroir reflétait une cheminée avec un poêle. Ça devrait marcher. Le type a actionné la poignée de la porte pour laisser entrer la police. Il bâilla artificiellement, disant qu'il s'était endormi. Imaginez sa surprise lorsqu'il a vu toute une entreprise à sa porte. Il y avait au moins 4 policiers sur place. L'un d'eux a déclaré que 3 inspecteurs voulaient demander quelque chose à Klein. Il s'écarta de la porte et leur fit signe d'entrer. Kyle, quant à lui, tourna son attention vers les bretelles du policier. 6 étoiles. Donc ces 3-là étaient en réalité des inspecteurs. Ils n'ont pas hésité et ont immédiatement demandé si la Brune connaissait Welch McGovern.
Le gars, nerveux, a immédiatement demandé si quelque chose lui était arrivé, mais l'inspecteur l'a interrompu. Il a demandé au propriétaire de la chambre de ne pas s'inquiéter. Souriant avec bonhomie, il dit que c'était une procédure standard. Kyle expira en tremblant, embarrassé. Il a dit que si l'inspecteur faisait référence à Welch McGovern de Constant, diplômé de l'université Hoy, alors oui, il le connaissait, puisqu'ils étaient la camarade de classe et étudiaient sous la direction du même mentor, le professeur agrégé principal Quentin Cohen. L'inspecteur, entendant cela, réfléchit un instant. Kyle poursuit. Il se voyait beaucoup ces derniers temps, notamment avec Naya, étudiant un document sur la 4e ère qui lui appartenait. L'inspecteur fronça les sourcils lorsqu'on lui demanda ce qui était arrivé à l'ami de Klein. L'homme a regardé la brune avec sympathie et lui a dit qu'il était désolé et que M. Welch était décédé. Diaz regarda le policier sous le choc. Comment cela a-t-il pu arriver? Il a immédiatement posé des questions sur Naya. On lui a dit que la fille était également morte. Elle et Welch ont été retrouvés dans sa maison. La brune demanda s'ils avaient été tués. L'inspecteur secoua la tête. Les éléments de preuve sur les lieux suggèrent qu'il s'agissait d'un suicide. Welch s'est cogné la tête contre le mur, à en juger par la quantité de sang, à plusieurs reprises. Miss Naya s'est noyée dans l'évier, le même dans lequel on se lave habituellement. Kyle, comme si fou, a répété que c'était impossible. La police a déclaré qu'elle le pensait aussi au départ. Les résultats de l'autopsie et la situation sur les lieux du crime excluent la présence de drogue ou de force extérieure, et il n'y avait aucun signe de lutte sur les corps. Les inspecteurs se regardèrent et se saluèrent de la tête. L'un d'eux a demandé quand Klein avait vu pour la dernière fois M. Welch et Miss Naya, et il a répondu que le 26 juillet, ils étudiaient un nouveau chapitre du manuscrit. Il est ensuite rentré chez lui pour préparer l'entretien qui aura lieu le 3 juin à la faculté d'histoire de l'université de Tiengen. Soudain, Kyle vit la main d'un des inspecteurs tendre la main vers le journal sur la table. Il avait oublié de cacher les notes. L'inspecteur était déjà très proche du journal. Diaz ne put s'empêcher de crier. Pendant qu'un inspecteur examinait le cahier, le second disait au propriétaire de la chambre de ne pas s'inquiéter. Cela faisait partie des procédures nécessaires. Le gars a serré les dents. La police n'a même pas fourni de mandat de perquisition. Et en général, le système juridique du royaume de Loen n'était pas suffisamment développé pour les perquisitions. Et même la police elle-même n'a été créée qu'il y a 15 à 16 ans. L'inspecteur a demandé ce qui était écrit dans le journal. Il souleva le cahier jusqu'à la même page. L'inscription, qu'il ne comprenait pas, disait que tout le monde mourrait. Kyle se demandait ce qu'il devait faire maintenant, s'il devait mentir pour tout régler. Mais il devrait absolument demander l'aide de la police pour l'avenir. Le gars s'est frotté le front comme s'il se souvenait douloureusement de quelque chose. Il a dit qu'il ne savait pas. Quand il s'est réveillé, il avait l'impression que quelque chose n'allait pas, comme s'il avait oublié quelque chose d'important. Et il ne comprenait même pas pourquoi il avait écrit cette entrée. La brune ouvrit un œil. Dans de tels moments, il vaut mieux être franc et prudent. Mais la police le croira-t-elle? Le policier s'est fâché. Il a crié que c'était des bêtises, et le type les considérait comme des idiots, mentait sur son amnésie, et on pouvait plutôt croire qu'il avait perdu la tête. La brune commença à assurer qu'il disait la vérité, mais l'inspecteur l'interrompit. L'autre homme a souri d'un air conciliant et a dit que peut-être Klein disait la vérité, qu'un expert en la matière lui rendrait bientôt visite et qu'il pourrait l'aider à restaurer ses souvenirs perdus. Kyle était surpris qu'il le croie. Et quel genre d'expert était-ce pour l'aider? Un psychologue? Soudain, le brun réfléchit à ce qu'il ferait si ses souvenirs de la Terre étaient découverts. L'inspecteur remerciera Diaz pour sa coopération et lui conseillera de ne pas quitter Tiengen dans les prochains jours. S'il doit partir, il doit en avertir l'inspecteur Mountbatten. Sinon, le gars sera reconnu coupable d'avoir enfreint la loi. Le brun hocha la tête, il avait tout compris. Était-ce vraiment ça? N'allait-il pas poser davantage de questions ou enquêter davantage? Ou l'emmener au commissariat de police et essayer d'extraire des informations? L'inspecteur aux cheveux longs remarqua que Klein avait beaucoup de chance. Il a expliqué que les gens qui rencontrent quelque chose comme ça meurent et qu'ils sont heureux de voir la brune vivante. Kyle ferma la porte derrière la police et s'appuya contre la porte. Il a décidé de faire un tour supplémentaire pour être plus convaincant. Puisque tout va si mal, pourquoi n'ont-ils pas offert une protection aussi importante aux témoins? Le testaient-ils simplement ou l'utilisaient-ils comme appât? Le gars a couru dans le couloir et a crié à la police. Ils vont le protéger, n'est-ce pas? Lorsqu'ils tournèrent au coin du couloir, il leur cria de nouveau. Ensuite,
J'ai pensé que c'était exactement ainsi qu'une personne normale réagirait à tout cela, n'est-ce pas? En regardant par la fenêtre, il était convaincu que la police était partie. Puis il rampa sous le lit et tâta les alentours avec sa main. Trouvant une place directement sous le lit, il fixa le revolver sur son cadre intérieur. Essuyant la sueur de son front, il pensa qu'il ne lui restait plus qu'à attendre le retour de Melissa et à préparer le ragoût d'agneau aux petits pois tendres. Sa nourriture était en fait assez primitive et simple. Les plats étaient sans assaisonnement. Si Kyle attendait que sa sœur rentre à la maison, il serait 7h30 avant que la nourriture ne soit prête, et la fille aurait toujours faim. Le gars a retroussé ses manches. Il est temps de montrer à Melissa la vraie cuisine, et le talent de Klein concernant les talents émergents en cuisine, il expliquera que c'est grâce à Welch. Diaz commença à hacher l'oignon avec un grand couteau. Ensuite, j'ai jeté des légumes hachés dans le bouillon semi-fini. Alors que le gars se penchait sur la poêle, Melissa regarda dans la pièce. La brune rayonnait, ravie de voir sa sœur, et lui tendit un bol de soupe. Il y avait une autre portion avec un plat fumant sur la table. La fille demanda avec surprise s'il cuisinait vraiment tout ça. Kyle a dit oui et lui a suggéré d'essayer quand ils se sont tous deux assis à table. La jeune fille étendit avec hésitation l'appareil jusqu'au bol. J'ai soigneusement pris une bouchée de bœuf. Les yeux s'écarquillèrent d'admiration. Melissa a comblé Klein de compliments. C'était si savoureux, agréable et délicieux. De temps en temps, elle brandissait une fourchette d'une main et tenait le pain de l'autre. Ayant mis un morceau de bœuf sur sa fourchette, elle remarqua que son frère la regardait avec contentement, mais ne mangeait rien. Elle a balbutié et a dit que Klein l'avait cuisiné pour lui-même, mais il a répondu qu'il avait suffisamment mangé pendant qu'il cuisinait. C'est un privilège réservé uniquement au chef. Melissa a fait l'éloge de la cuisine de son frère, et il a répondu qu'il avait appris la recette chez Welch auprès de son chef personnel. Le gars a souri. Sa nourriture n'était pas aussi savoureuse que celle du cuisinier et a promis qu'il emmènerait Melissa et Benson au restaurant et leur offrirait des plats délicieux. Melissa voulait parler de l'entretien à son frère. Mais ensuite, j'ai hoqueté bruyamment à cause de la grande quantité que j'avais mangée. Klein a ri de ce qu'il a entendu. Il plaça la vaisselle sale à côté de lui et demanda à sa sœur de la laver. Elle sauta de la table et accepta volontiers de le faire. Enfin, toutes les assiettes et couverts étaient d'une propreté éclatante. Melissa ouvrit le placard pour y mettre de la vaisselle propre. Mais j'ai vu de nouveaux pots d'assaisonnement. Elle a demandé à son frère s'il utilisait du poivre noir et du saindoux, et il a répondu un peu. Ce à quoi la jeune fille a suggéré que Klein se concentre sur la recherche d'un emploi et qu'elle se charge de la cuisine. Il sourit gêné. Était-il vraiment nécessaire de le lui rappeler maintenant? La nuit tomba sur la ville et la grande lune rouge brillait à nouveau dans le ciel. Melissa, quittant la chambre de son frère, lui demanda de ne pas veiller tard. En partant, elle éteignit la lumière de la grande lampe. Kyle se coucha, mais fut bientôt réveillé par un coup bruyant à la porte. Il s'assit sur son lit, désorienté, et pensa que c'était déjà le matin. Une voix s'est fait entendre depuis la porte, se faisant appeler Dunn Smith. Le gaz a bâillé, ne se souvenant pas d'un tel nom. La brune ouvrit la porte. Un policier aux cheveux gris se tenait sur le seuil. Kyle demanda ce qui s'était passé. Il a répondu que la police avait retrouvé le cocher, qui avait confirmé que le 27, jour du décès de M. Welch et de Mlle Naya, Klein était venu à la résidence de Welch et que c'était lui qui avait aidé à payer la voiture du type. Diaz sursauta. Tout s'est passé comme il l'avait prévu. Le 27. Le vrai Klein était avec Welch, et de retour chez lui, il s'est suicidé, tout comme Welch et Naya. Le gars ne savait pas quoi dire. Il a déclaré que cela constituait une preuve solide de son implication dans la mort de Welch et Naya, et qu'il voulait également savoir ce qui s'était passé ce jour-là et ce qui était exactement arrivé à ses amis. Mais il n'avait vraiment rien à ajouter. Le gars ne se souvenait pas de ce qu'il faisait le 27. Seulement grâce au fait qu'il tenait un journal, il pouvait à peine deviner qu'il aurait pu être chez Welch le 27e. L'inspecteur a remarqué que la brune avait une bonne maîtrise d'elle-même. Mais malgré cela, une goutte de sueur coulait sur le visage de Kyle à cause de la tension. Lui, les bras tendus, assurait que tout ce qui était dit était vrai. Mais il pensait que ce n'était qu'une partie de la vérité. Dunn Smith, lui tournant le dos, a déclaré qu'un des revolvers de M. Welch n'avait jamais été retrouvé. Soudain, l'homme s'est retourné et a déclaré avec assurance qu'il pouvait trouver une arme ici. Diaz se figea. Était-ce l'arme de Welch? Il a immédiatement levé les mains. Le brun a décidé de ne pas mentir. Il a immédiatement avoué que le revolver se trouvait sous le lit, fixé au cadre intérieur.
Finalement, le policier, un revolver à la main, se tourna vers Kaltz. Ne dira-t-il rien à cela? Il s'est avancé, il dira tout de suite. Il y a 2 jours, Klein s'est réveillé au milieu de la nuit et s'est rendu compte qu'il était assis, allongé sur la table, un revolver à côté de lui et une balle usagée posée dans un coin de la pièce, comme s'il essayait de se suicider. Peut-être que le gaz était confus, mais la balle n'a pas atteint sa cible. Il est devenu clair pour lui qu'il ne se souvenait de rien, et des événements du 27 aussi. Kyle pensait que peut-être il s'en souvenait vaguement, mais étant donné le Renaissance, il a tout avoué. Dunn Smith croisa les bras sur sa poitrine. L'histoire de son suspect coïncide avec ce qu'ils ont déjà découvert. Elle s'inscrit également dans la logique d'événements similaires survenus dans le passé, mais l'homme ne comprend absolument pas comment le gars a réussi à survivre. Klein poussa un soupir de soulagement. Il était heureux qu'on le croie. Lui-même ne comprenait pas comment il avait réussi à survivre. Les yeux du brun s'écarquillèrent lorsqu'il entendit le policier parler. Il a dit que peu importe qu'il croie Klein, il est toujours fortement soupçonné. Ils ont besoin d'un expert qui confirmera ses propos. La police doit s'assurer que Klein était vraiment au courant de ce qui s'est passé et qu'il n'est pas impliqué dans la mort de M. Welch et de Mme Nye. Dunn a tendu la main au gars et lui a demandé de se rendre au poste de police avec lui et de participer à l'enquête, qui pourrait prendre 2 ou 3 jours. La brune a demandé si l'expert était là, car selon le policier, cela pourrait prendre jusqu'à 2 jours. On lui a dit que l'expert était revenu plus tôt que prévu. Klein a demandé la permission de laisser une note, et assis à table, il a pensé à ce qui lui arriverait si l'expert découvrait la Renaissance, car l'empereur Roselle a été tué par des mercenaires juste sous le nez des 7 églises principales. Tout cela, ainsi que sa Renaissance, pourrait conduire au tribunal. Klein n'a ni armes, ni compétences de combat, et aucune idée du nombre de policiers qui l'attendent dehors. S'ils utilisent des armes, c'est fini. Le gars a laissé un mot sur la table pour Melissa et a récupéré la clé. Finalement, tous deux sortirent dans la rue, où la voiture les attendait déjà. Le policier fit signe à Kyle de s'asseoir. Non loin d'eux, des voix ont été entendues, auxquelles tout le monde était distrait. Selon le passant, qui a grondé le garçon de la rue, il lui a volé quelque chose, mais le garçon a résisté avec zèle. Le cheval se cabra presque à cause des bruits forts. C'était l'occasion de Diaz. Il est parti et a couru. Après tout, si le brun réussit, il n'aura pas besoin de rencontrer un expert. Les passants criaient en rivalisant les uns avec les autres, attirant l'attention sur le fugitif, et ils pensaient qu'après s'être échappé, il se rendrait à Backlund. En effet, il y a plus de monde à Backlund et il sera plus facile de s'y cacher. Courant dans la rue, il aperçut des voitures vides. Kyle courut vers l'un d'entre eux et décida d'intervenir pour dérouter un peu la police. Le gaz a crié au cocher de l'emmener au plus vite à l'embarcadère à la sortie de la ville. Le cheval avançait en battant un rythme sur les pavés avec ses sabots. Le gars expirait de soulagement. Mais quelque chose n'allait pas. Le cocher conduisait le cheval dans le mauvais sens. La brune demanda avec inquiétude où il l'emmenait. Ce à quoi le cocher répondit qu'il se rendait à la résidence Welch et se retourna. Sous le chapeau à large bord se trouvait nul autre que Dunn Smith. Kyle se redressa brusquement dans son lit, respirant lourdement. En regardant par la fenêtre, il aperçut sa compagne, la lune rouge, et réalisa que ce n'était qu'un rêve. Le brun regarda sa montre. Il n'était que 3h30 du matin. Il ouvrit la porte du couloir commun. Il avait un besoin urgent de se laver le visage. Mais une mauvaise surprise l'y attendait. Dunn Smith se tenait devant la fenêtre éclairée par la lune. L'homme se retourna au même instant et regarda Klein droit dans les yeux. Il s'est approché du gars, se tenant juste à côté de lui. Kyle déglutit nerveusement. Dormait-il encore? Le policier a levé son chapeau et a demandé l'autorisation formelle de se présenter à nouveau. Il ôta sa coiffe et sourit. Dunn Smith Nighthawk. Diaz ouvrit la bouche de surprise. Black Hawk, ce sont eux qui ont été mentionnés par Justice et Hangman, un groupe de personnes d'un autre monde de l'église de la déesse de la nuit éternelle. Lorsque Klein lui a demandé s'il contrôlait son sommeil, l'homme a répondu qu'il l'avait seulement légèrement ajusté. Le policier a dit que dans les rêves, la plupart des émotions humaines et des pensées sombres refoulées deviennent plus fortes, et tout devient fou et chaotique. Mais même la vérité la plus profondément cachée peut être trouvée. Mais si nous comparons Klein, conscient ou endormi, alors Dunn aura davantage confiance en celui qui dort. Les gens ordinaires ne sont pas capables de contrôler leurs rêves. Si Kyle rêve de sa vie sur Terre, alors le policier le découvrira certainement. Le gars s'est soudain rendu compte que dans son rêve, sa tête était claire,
Il comprenait de quoi il pouvait parler et ce qu'il ne pouvait pas dire. Cela signifie que Smith n'a vu que ce qu'il voulait lui montrer. Du coup, à cause de la Renaissance, il y a quelque chose de spécial dans l'état mental de l'homme. Ou peut-être sont-ce les conséquences du rituel qui augmente la chance. Diaz s'est tourné vers le policier. Il est désormais sûr qu'il n'a plus aucun souvenir. L'homme n'a rien dit à cela. Mais l'instant d'après, il remarqua que Klein n'était pas du tout choqué par ce qui s'était passé, car les personnes qu'il avait rencontrées plus tôt, même après leur retour du sommeil, refusaient de croire au pouvoir de l'au-delà, préférant penser qu'elles étaient toujours dans un rêve. Kyle a dit que cela pourrait être le cas, mais j'espère que les pouvoirs de Nighthawk pourront l'aider. Dunn s'est demandé, peut-être que Klein a pu survivre non seulement parce qu'il a eu de la chance. L'homme peut maintenant confirmer que l'homme a perdu certains de ses souvenirs à cause de cet incident, notamment les souvenirs qui l'accompagnent, pour lesquels la brune a demandé s'il pouvait rentrer chez lui. Nighthawk a répondu par un refus catégorique. Klein devrait toujours l'accompagner et rencontrer l'expert. La brune sursauta. Mais pourquoi? Il a pensé à ce qui se passerait si l'expert connaissait l'hypnose ou la lecture des pensées et que le fait de sa renaissance était révélé. Mais il a demandé à haute voix au policier s'il n'était vraiment pas sûr de ce qu'il avait vu dans son rêve. L'homme avait confiance en ses rêves, mais cela ne fait jamais de mal de revérifier des informations aussi importantes. Kyle a été surpris lorsqu'il a appris que les Hawks se spécialisent dans différents domaines. Peut-être qu'ils aideront à restaurer certains souvenirs du gars, et l'expert l'aidera à se souvenir de l'emplacement actuel du manuscrit qui l'inquiète tant. La famille Antigonus manuscrit. Les Hawks n'ont toujours pas trouvé le manuscrit du 4e âge, même après avoir tout fouillé dans la maison de M. Welch. Welch était mort, Nia était morte, et maintenant Klein était censé être la seule piste. Kyle ne savait même pas que le manuscrit avait disparu. Jusqu'à ce moment-là, il n'avait pas du tout pensé à l'emplacement du manuscrit de la 4e ère. Le policier se retourna. Il leur fallait repartir pour se rendre à la résidence Welch, où les attendrait un expert. Le gars voulait s'échapper. Mais l'autre monde est beaucoup plus fort qu'une personne ordinaire, et après ce qui s'est passé dans son rêve, ce sera plus convaincant. En plus, le flic a définitivement une arme. Assis dans la voiture, Dunn a demandé pourquoi Klein avait tenté de s'échapper à la fin du rêve. Il a répondu qu'en raison du manque de souvenirs, il aurait pu se révéler être un criminel et qu'il avait simplement peur. Il voulait aussi commencer un nouveau vie sur le jeune continent. Hawk a répondu qu'il aurait fait de même. Kyle a demandé à M. Smith si l'expert avait confirmé qu'il lui manquait des parties de ses souvenirs et qu'il n'y avait aucune preuve indiquant sa culpabilité. Si tout serait fini, l'homme a répondu que théoriquement, oui. Mais ils continueront à rechercher les manuscrits et doivent s'assurer que Klein n'a pas été maudit et qu'il n'y a pas de mauvais esprit dans son corps qui pourrait nuire à son entourage et à Klein lui-même. Le gaz a demandé s'il y avait quelque chose qui violait cet ordre. Le policier a dit qu'il s'agissait d'une affaire liée à une secte. Les adeptes ont été forcés de se sacrifier par suicide. Une des victimes a tout raconté à la police, puis l'affaire a été rapidement résolue et il ne restait plus aucune trace démoniaque sur la personne. Dunn a ajouté que cet homme avait une vie heureuse, une grande famille, mais qu'en mars de cette année, cet homme est décédé. Il s'est pendu dans son propre bureau. Kyle était choqué. Comment est-ce arrivé? Le cheval s'arrêta, suivi de la voiture. Dunn Smith fut le premier à descendre de la voiture et invita son compagnon à se rendre à la résidence Welch. C'était un manoir luxueux avec plusieurs étages et des colonnes massives. Alors qu'ils marchaient dans les couloirs de la maison, le policier a décidé de parler à Klein de l'expert. Dans le monde ordinaire, l'expert est le médium spirituel le plus célèbre du comté d'Owa. Mais ce n'est qu'un déguisement. Lorsque la brune lui a demandé quelle était sa véritable identité, Dunn Smith a tiré sur la poignée de la porte. Dans la pièce, sur le canapé, était assise une belle et majestueuse femme brune, vêtue d'une robe et de bas noirs. Un véritable médium spirituel. Elle sourit cordialement et salua les messieurs qui entraient. Lorsque tout le monde s'est assis sur les chaises libres, Dunn a demandé au médium, dont le nom était Daly, si elle avait réussi à découvrir quelque chose. Elle a répondu que les âmes de Welch et Naya avaient déjà disparu. L'homme soupira. Comme tout est compliqué, il désigna le brun assis et le présenta, disant également que Daly pourrait peut-être découvrir quelque chose avec son aide. La femme se tourna et regarda attentivement Klein. Il posa ses mains sur ses genoux pour qu'il ne tremble pas trop et réfléchit à ce qui se passerait si le médium révélait ses secrets.
Il n'avait absolument rien à espérer dans cette situation, seulement qu'il y avait quelque chose de spécial chez lui. Dali a tendu la main, qui contenait des tubes à essai avec des liquides. Elle a dit qu'elle avait besoin d'un peu d'aide pour son travail, et comme le gars n'était pas leur ennemi, elle ne serait pas dure et impolie. Mais il pourrait quand même être mal à l'aise et blessé, il pourrait même y avoir des conséquences dans le futur. Comme un renard, souriant, elle a dit qu'elle permettrait à l'invité d'inhaler des arômes qui apporteraient calme et facilité pour une relaxation progressive. De cette façon, une personne peut s'immerger complètement dans ses sentiments. Diaz est devenu encore plus nerveux. Ces mots lui semblaient un peu étranges. Nighthawk sourit et dit que Klein ne devrait pas avoir peur, car ils sont différents de l'Église du Seigneur des Tempêtes, en ce sens qu'ici les dames peuvent taquiner un homme. Et le gars partage clairement son point de vue. Tout comme sa mère était une adepte de la déesse de la nuit éternelle, et ses enfants fréquentèrent l'école du dimanche. Diaz, gêné, a répondu par l'affirmative, mais cela lui était toujours incompréhensible. Dunsmith parla à nouveau, exhortant l'invité à ne pas s'inquiéter, puisque Dali voulait juste l'aider à se détendre, en réponse à sa remarque selon laquelle elle était plus intéressée par les cadavres que par les hommes. La femme a plaisanté en disant qu'il la faisait passer pour un pervers. Le médium versait le liquide d'un flacon sur la bougie. C'était un distillat d'herbe fabriqué à partir d'un mélange de vanille nocturne, de fleurs de sommeil et d'extrait de camomille. L'arôme, selon elle, était tout simplement incroyable. Puis, sous un regard perplexe, Diaz a ajouté un deuxième flacon. L'œil de l'esprit, qui est fabriqué à partir d'écorces et de feuilles récoltées sur des arbres polaires et des arbres traînants, séchés au soleil pendant 7 jours, bouillis 3 fois, puis ajouté 20 lentilles. Naturellement, il fallait ajouter des sorts à ce mélange. Diaz ferma les yeux, la fumée de la bougie l'enveloppa. La brune pensa que les infusions étaient assez fortes pour stupéfier les gens. L'instant d'après, il réalisa qu'il ressentait désormais la même chose que lors du rite d'augmentation de la chance. Le policier et le médium ont observé attentivement la réaction du type. Il pensa à nouveau que cette fois, il n'était plus gêné par le fou mal de tête comme lors du rituel. La femme, qui, tout comme Diaz, était enveloppée d'une épaisse brume, s'est présentée officiellement à voix basse « Médium spirituel ». Dali. La femme a déclaré que les gens ont des capacités cognitives étendues, que de nombreux secrets peuvent être découverts dans des pensées cachées, qui sont comme un océan profond, et que ce que les gens savent d'eux-mêmes ne sont que de petites îles au-dessus de la surface de l'eau. La voix grave l'a enchanté et l'a mis dans un état hypnotique. Les yeux de Diaz se sont fermés sous les discours selon lesquels de nombreuses autres îles étaient cachées sous l'eau et que les gens ne pouvaient en voir qu'une petite partie. La femme a continué à parler de l'océan, du ciel sans limite au-dessus de sa tête, symbolisant le monde spirituel, mais le gars a été surpris qu'il puisse encore penser calmement et rationnellement, comme lors du rituel et de la réunion. La brune ne savait pas ce que le médium lui ferait d'autre, alors il décida de prétendre qu'il était déjà tombé sous son charme. La dernière goutte d'arôme est tombée sur la bougie. Dali a déclaré que Klein est l'âme de ce corps, et qu'il connaît non seulement les sommets des îles visibles au-dessus de la surface de l'eau, mais aussi ce qui est caché dans le profondeur. Et s'il existe, il laissera des traces. Lorsque Diaz rouvrit les yeux, il vit que le salon avait disparu, et eux-mêmes, assis dans les mêmes chaises, semblaient être sous une couche d'eau claire. Il s'est posé la question, où sont-ils? Est-ce vraiment l'océan de son esprit? Dali, joignant les mains dans un geste de prière, a répondu que les souvenirs sous l'eau peuvent être effacés, mais que sous l'eau, ou peut-être dans l'eau, leur reflet demeure définitivement. Diaz s'est faiblement opposé à ces paroles. Il ne le pensait pas. La femme a répété les mêmes mots. Le gars est une âme dans ce corps. Il en sait beaucoup sur ce qui se cache dans l'océan. Mais la brune a obstinément dit qu'il ne s'en souvenait pas. S'il existe, il laissera des traces. Et encore une fois, aucun souvenir. Diaz prétendit qu'il souffrait énormément. Il serra les dents et ferma les yeux aussi fort qu'il le pouvait. Dali répétait les mêmes mots comme un mantra. La femme fronça les sourcils lorsqu'elle réalisa qu'aucun changement ne s'était produit. Finalement, elle a dit qu'il pouvait mettre fin à cela et qu'il pouvait revenir. Ces mots résonnèrent bruyamment dans tout l'espace et la pièce commença à se transformer à nouveau. Le trio se retrouva dans le salon de Welch. Diaz ouvrit lentement les yeux. La bougie posée sur la table était presque éteinte. « Est-ce vraiment fini, enfin ?» Dunsmith croisa les bras sur sa poitrine et demanda avec mécontentement à Dali pourquoi elle utilisait la théorie d'une bande de fous.
alchimiste de la psychologie, ce à quoi la femme répondit qu'elle la considérait comme exacte. Cela correspondait au moins à ce que le médium avait vu auparavant. Elle écarta les mains. Cet homme rusé, Klein, ne leur laissa aucun indice. Le gars semblait juste se réveiller. Il a compris qu'il avait déjà été dans une situation similaire pendant le rituel, mais a quand même demandé ce qui s'était passé. Était-ce vraiment un rêve? Le médium et le policier se sont regardés. L'épreuve est-elle vraiment terminée? Dunn s'est levé et a dit qu'il était prudent de supposer qu'ils avaient terminé et a demandé à Dali si elle avait vérifié les corps de Welch et Naya. Elle a répondu que les cadavres pouvaient en dire plus qu'on ne peut l'imaginer, mais que, malheureusement, Welch et Naya se sont suicidés. Elle éteignit la bougie d'un mouvement de ses doigts et continua que la force qui les affectait était effrayante et ne laissait aucun indice, et qu'après tout, Dali avait besoin de se reposer. Alors que Diaz et Dunn se trouvèrent dans la rue, le policier a félicité l'homme de pouvoir désormais rentrer chez lui, mais lui a fait promettre de ne parler à personne de l'incident. La brune demanda s'il avait besoin d'être vérifié pour des malédictions ou des mauvais esprits. Nighthawk secoua la tête. Puisque Davy n'a pas parlé, cela signifie que ce n'est pas nécessaire. Diaz a demandé s'il continuerait à avoir des problèmes, ce à quoi on lui a répondu qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, car 80% des personnes qui ont vécu cela n'ont pas rencontré de tels problèmes. Plus ou moins. Dunn a ensuite déclaré que Klein pourrait rejoindre les Nighthawks en tant que personnel civil, ou simplement devenir un étranger. Le gars rayonnait. Il peut... Quoi? Le policier, se retournant, a déclaré que leur organisation n'est pas des nounous, qu'ils ne peuvent pas surveiller les gens pendant des jours. Mais si Klein rejoint les Hawks, il sera rapidement en mesure de détecter tout signe alarmant immédiatement après leur apparition. C'est-à-dire, il est vraiment possible de devenir un autre monde. Est-ce vraiment aussi simple que cela? L'homme s'est arrêté et a ajouté que ce n'était pas totalement impossible, mais que ce serait problématique. Diaz se figea, ne sachant pas comment réagir à cela. Les mains dans les poches, Dunn a déclaré que devenir l'un des Nighthawks nécessitait de nombreux sacrifices, y compris sa propre liberté. Et même sans en tenir compte, il y a des problèmes. Par exemple, Klein n'est ni prêtre ni proche de l'Église, et ne pourra donc pas choisir le chemin le plus sûr pour devenir un autre monde. De plus, parmi les incidents auxquels les Nighthawks, les Punisher Saints, Unity Machine Intelligence et d'autres organes judiciaires sont confrontés chaque année, un quart d'entre eux sont des créatures d'un autre monde qui ont perdu le contrôle. Et la plupart de ce quart sont des camarades de l'organisation. Diaz a répété les mots prononcés avec ses lèvres. Puis, lorsque le policier est monté dans la voiture, il a posé la question. Pourquoi? La vie d'un surnaturel est-elle semée de dangers si graves, à tel point que même les étrangers issus des systèmes judiciaires de l'Église peuvent succomber à leur influence? L'homme a répondu que ce n'était pas quelque chose qu'il fallait comprendre maintenant, et que le gars ne le pourrait pas, à moins qu'il ne devienne l'un d'entre eux. Diaz resta silencieux, digérant l'information. Tous deux sont montés dans la voiture. Le gars a demandé comment prendre une décision s'il avait si peu d'informations, et a pensé que s'il ne le rejoignait pas, il ne saurait jamais rien. Le policier, remplissant sa pipe de tabac, a répondu que le gars l'avait probablement mal compris, car il y avait des citoyens ordinaires dans leur rang. La brune y réfléchit et demanda que dès qu'il deviendrait l'un des employés, ce que l'organisation garde secret deviendrait disponible, et une fois qu'il aura compris les éventuels dangers cachés auxquels les autres mondes doivent faire face, ce sera alors qu'une décision pourra être prise quant à savoir si Diaz veut en être un ou non. L'homme a répondu que oui. Mais il faut comprendre que prendre une telle décision ne signifie pas que Klein deviendra vraiment un autre monde. Toutes les églises sont également strictes à ce sujet. Le gars a précisé que devenir un employé civil n'est pas si facile, ce à quoi Dunn a répondu qu'il n'aurait aucun problème avec ça. Se pourrait-il vraiment, pensa la brune, que ce soit sa capacité à renaître qui le ferait même se faire connaître? Le policier a immédiatement expliqué, sans leur aide, Klein a pu survivre à l'incident. Cela seul indique un avantage sur une personne ordinaire, mais il est possible que ce ne soit que de la chance. Cependant, a-t-il ajouté, les plus chanceux sont toujours les bienvenus parmi leurs rangs. L'homme sourit. Cela pourrait être pris comme une plaisanterie, et ajouta qu'un diplômé de la faculté d'histoire de l'université de Coy leur serait très utile. L'organisation s'occupe de documents et d'objets anciens. Il existe des sectes et des hérétiques qui peuvent utiliser tout cela à leurs propres fins maléfiques. À l'exception de certains spécialistes, la plupart des gens d'un autre monde n'ont pas de compétences particulières, donc les faucons sont intéressés par une coopération avec des experts, mais cela peut également conduire à une fuite d'informations.
Smith a montré sa tempe et a déclaré que les connaissances ennuyeuses rendent les gens somnolents. Ce à quoi Diaz a demandé pourquoi ne formait-il pas un historien à partir de zéro. L'homme a répondu que dans le cas de Klein, il n'avait pas violé le serment de confidentialité, mais qu'avec la formation, le problème était différent, il serait responsable des secrets révélés. La plupart des équipes, y compris des civils, sont formées à partir de l'Église. La Brune ne comprenait pas pourquoi l'organisation était si stricte en matière de confidentialité, car si davantage de personnes étaient au courant de telles choses, cela contribuerait à éviter des problèmes similaires à l'avenir. Le policier a répondu que dans ce cas, les habitants seraient informés de tels cas et commenceraient à les imiter, ce qui rendrait leur travail plus difficile. Brunet a poursuivi « Les gens n'apprennent pas de l'histoire, mais répètent encore et encore les mêmes erreurs. » Le policier a noté qu'il s'agissait d'une citation de l'empereur Roselle et qu'elle contenait du vrai. Diaz a été surpris que l'empereur ait réellement dit cela et a pensé que l'aîné de la réincarnation en savait beaucoup. Il semblait qu'il n'avait aucun angle mort et avait laissé Diaz sans la possibilité de se vanter de connaissances d'un autre monde. Dunn a déclaré que les autorités judiciaires des principales églises ont un dicton similaire, ce qui pourrait être le principal argument en faveur de la confidentialité, raison pour laquelle ils ne peuvent pas le dire aux gens ordinaires. Diaz se pencha en avant et demanda quelle en était la raison. L'homme a répondu que la foi et la peur créent des troubles, parfois sous une double forme, détruisant absolument tout. En dehors de prier les dieux pour obtenir des bénédictions et de l'aide, les gens n'ont pas d'autre moyen de résoudre leurs problèmes les plus graves. Le policier a alors demandé si Klein souhaitait rejoindre les Hawks et devenir l'un des employés civils, ce à quoi il a demandé un délai pour y réfléchir. On lui avait promis jusqu'à dimanche pour répondre. L'homme lui a rappelé sa promesse de ne le dire à personne, sinon Klein causerait des ennuis à quelqu'un, mais se retrouverait également devant un tribunal spécial. Finalement, ils arrivèrent chez Diaz. Le gars, rougissant, se tourna vers M. Smith. Il a ensuite demandé quel genre de rémunération et d'avantages sociaux le personnel civil recevait. Le policier a répondu qu'ils étaient financés par l'Église et le service de police, que le personnel civil recevait un salaire hebdomadaire de 12 pièces lors de son adhésion et qu'il y avait également une allocation de 10 pièces pour la confidentialité et les risques associés au travail. Le gars était ravi de ce montant, et Dunn a ajouté que le salaire augmenterait à mesure que les qualifications augmenteraient. Le personnel civil bénéficie généralement d'un contrat de 5 ans, après quoi la personne ne peut pas le renouveler. De plus, si une personne quitte l'organisation, il lui sera demandé de rédiger un accord de confidentialité à vie. Elle ne pourra pas quitter Tiengen sans autorisation préalable, et si elle déménage dans une autre ville, elle devra s'inscrire auprès des Nighthawks locaux, travailler dans quart de travail. Il doit toujours y avoir au moins 3 employés civils par quart de travail. La Brune a demandé où il devait aller pour trouver Hawks lorsqu'il a pris sa décision. Smith a parlé du bar Hound de la rue Bessic. Vous devrez trouver le gérant et lui dire que Klein veut embaucher un petit détachement de mercenaires. À la question silencieuse et surprise de Diaz, l'homme a répondu calmement que leur emplacement était secret et ne serait pas divulgué. Enfin, le policier a souhaité à M. Klein Moretti de bons rêves. Diaz observa l'équipage en retraite. Il regarda sa montre à gousset. Il n'était pas plus de 4 heures du matin. Finalement, la séance avec le médium spirituel peut être considérée comme terminée. Sa chemise était-elle vraiment mouillée de sueur pendant tout ce temps? En entrant dans la pièce, Diaz fut arrêté par la voix sévère de sa sœur. Elle s'est levée tôt pour aller aux toilettes et s'est rendu compte que Klein n'était pas à la maison. Le gars sourit maladroitement. Pourquoi Melissa est là? Elle n'a rien trouvé. Il a expliqué qu'il s'était réveillé tard dans la nuit et qu'il n'arrivait pas à se rendormir, qu'il ne voulait pas perdre de temps. Alors il a décidé d'aller courir. Klein s'est retourné pour montrer sa chemise couverte de sueur. Melissa expira légèrement agacée.